Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne CryptoForce. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé une très bonne semaine, un très bon week-end. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on fait le format hebdomadaire sur le point sur les actualités crypto, donc générales, également les projets plus précis comme Bitcoin, BitChain. On va parler également de Hondo, donc parce qu'il y a des nouvelles très intéressantes sur le sommet là, qui va avoir lieu le 6 février qui va réunir, vous savez, tous les acteurs majeurs de la finance traditionnelle comme BlackRock et compagnie. On va avoir aussi, on va parler de l'intelligence artificielle et du narratif IA, parce que vous allez voir qu'il y a eu des nouveautés cette semaine de la part du PDG de Nvidia, qui parle notamment, comme par hasard, des agents autonomes. Donc on va faire le parallèle, bien évidemment, avec la crypto-monnaie et le narratif IA actuel. On va parler également de VV Digital Collectible et de XRP. Donc en fait, je suis en train de réaliser que là, on va faire un gros point aujourd'hui. Effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur les projets crypto. On parlera en fin de vidéo des actualités crypto plus générales, mais aussi économiques, voire politiques, puisque en ce moment, les deux sont liés, notamment en France. Et il y a des choses très intéressantes, parce que ça bouge beaucoup, beaucoup en ce moment, même sur le plan politique au niveau mondial. Et là, on va voir en France, je vais vous dire, on va parler également du couple présidentiel. Il y a des choses qui sont en train d'exploser, on dirait. Bon, on va voir tout ça. Entre-temps, je vous invite à vous abonner à la chaîne, parce que plus on est de fous, plus on rigole. Ça fait toujours plaisir également d'avoir des likes. Donc n'hésitez pas, ça fera grand plaisir. Bon, bah sinon, bah, c'est parti, préparez-vous. Et puis un bon petit café, un sandwich et on y va. Donc on commence avec le Bitcoin et notamment le rapport de Farside Investor comme vous voyez et notamment donc les chiffres sur les ETF Bitcoin Spot aux États-Unis notamment avec un total aujourd'hui donc de 36,22 milliards de dollars injectés sur les ETF Bitcoin Spot, ce qui est une énormité absolue en flux entrant bien sûr malgré les baisses récentes et donc la correction récente du Bitcoin. Et donc vous voyez que là, alors malgré ce dernier jour, le 8 janvier, de mise à jour des chiffres, on était à 568,8 millions de dollars sortants. Mais il ne faut pas oublier qu'on a eu au préalable par exemple, des jours comme le 3 janvier et le 6 janvier, où on avait près de 2 milliards de dollars sur 2 jours injectés dans les ETF Bitcoin Spot. Donc ça révèle tout simplement, si on fait le point, qu'on prend du recul, que les institutionnels, en début 2025, ont toujours chaud patate pour acheter du Bitcoin à travers les gestionnaires d'actifs comme BlackRock. Donc c'est du lourd et ça annonce une année 2025 qui commence en fanfare pour le Bitcoin. Pareil pour les chiffres sur les ETF d'Ethereum cette fois, donc sur les altcoins plutôt. Pareil, c'est très révélateur parce qu'on voit qu'on est toujours à 2,45 milliards de dollars injectés sur les ETF d'Ethereum. Donc pareil, malgré la récente correction des altcoins surtout et des crypto-monnaies, eh bien on a eu des sorties massives là, ces derniers jours, mais qui n'ont pas encore effacé les flux entrants de ces dernières semaines. Bon, ensuite, je vais passer aux articles. Je vais vous montrer comme d'habitude. Vous voyez, j'ai toute une série d'articles à vous montrer, notamment un article de journalducoin.com sur tout simplement les 3 leçons d'investissement du géant BlackRock pour 2025. Eux, ils ne sont pas embêtés, ils ont fait 3 leçons à tirer pour 2025 pour nous conseiller, entre guillemets, des conseils. Première leçon, c'est qu'ils disent que déjà, il faut s'attendre à ce qu'on ait vraiment plus du tout un marché traditionnel comme avant. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils disent, c'est qu'on est vraiment en train d'assister à une mutation, quelque part, à un changement dynamique des marchés boursiers de la finance traditionnelle telle qu'on la connaît. Deuxième leçon, on va pas aller plus loin, mais je vous dirai après ce que j'en retire de leurs conseils. Deuxième leçon, c'est qu'il ne faut plus justement, que ça découle de la première leçon, du coup interpréter les marchés comme on le faisait avant avec la technique, etc. Maintenant, ça a changé puisque il y a beaucoup plus de volatilité, donc beaucoup plus d'émotions. Et donc, ils disent faites attention au FOMO, entre guillemets, et à tout ce qui est interprétation émotionnelle. Voilà. Et enfin, la troisième leçon et dernière leçon, non pas des moindres, c'est que le Bitcoin est devenu la norme. Ils le disent comme ça. Et donc, la volatilité est devenue la norme. Et donc,
En fait, si on résume, c'est-à-dire qu'ils disent que le marché traditionnel tel qu'on le connaissait il y a des dizaines d'années, c'est fini. Maintenant, on a beaucoup plus de volatilité. On a le Bitcoin qui est devenu la norme et surtout, on a la blockchain en fait derrière. Et donc, on a des narratifs qui explosent, notamment, je pense au RWA, la tokenisation d'actifs, donc qui apporte une nouvelle forme d'économie et une nouvelle technologie dans l'économie telle qu'on ne l'avait jamais connue. Également, l'intelligence artificielle, et on va en parler après, vous allez voir, le parallèle est assez bluffant. Mais pareil, là aussi, on a une mutation, quoi. Donc on est en train d'assister à une révolution, clairement, de l'économie, telle qu'on la connaît, ben, tout simplement, c'est le Web 3.0. Donc c'est déjà, ça commence fort hein, pour BlackRock en 2025 avec leurs conseils. Deuxième article sur le Bitcoin de cryptost.fr, un sénateur américain propose de légaliser les paiements en Bitcoin. Donc clairement, on y va, chaud patate pour les Américains. Donc après leur annonce de vouloir, en tout cas, est-ce qu'ils vont le faire hein, ça reste à voir, mais en tout cas, ils souhaiteraient, au conditionnel, mettre en place une réserve stratégique de Bitcoin. Hein, on l'a vu, mais en plus, ça irait plus loin pour certains sénateurs et même certains États qui parlent de légaliser le Bitcoin en tant que monnaie, en fait, légale au même titre que le dollar. Donc ça ressemblerait beaucoup au Salvador au final là-dessus. Donc vous voyez, on en est quand même dans le délire. Quand on pense qu'il y a 5 ans, c'était pas de rétro le Bitcoin, quand même, ils sont gonflés. Bon. Ensuite, hop, je continue sur les articles, notamment avec un article de InvestX, donc Meta face à une initiative d'actionnaires visant à adopter Bitcoin. Donc là aussi, on rêve, c'est-à-dire que même les entreprises, hein, les institutionnels, sont en train de s'arracher le Bitcoin et les actionnaires qui, forcément, ont beaucoup de poids pour une entreprise, maintenant, commencent de plus en plus à pousser les entreprises dans leur retranchement pour adopter le Bitcoin. Donc on pense à Metaplanet, MicroStrategy, deux entreprises qui ont déjà adopté le Bitcoin, et maintenant on a des grosses entreprises comme Meta. Maintenant il n'y a que Microsoft, je crois, qui a résisté, ou du moins les actionnaires étaient contre. Donc on l'a vu, je crois, il y a 2 semaines. Mais Meta, là, c'est plutôt l'inverse, apparemment. Et donc là, je ne vous laisse même pas imaginer, parce qu'effectivement, hein, Meta est assis sur un beau magot de 72 milliards de dollars en espèces. Il y a du cash pour, pouvoir investir à droite à gauche. Donc pourquoi pas à pouvoir allouer dans le Bitcoin. Rien que ça. Allez, je continue. Donc toujours avec le Bitcoin. Mais cette fois, je vais passer, vous voyez, hop, à la petite barre de progression de rect capital sur le marché haussier actuel des crypto-monnaies. Selon lui, on serait à 72% de progression hein, si l'on se base sur les cycles historiques passés. Donc vous voyez, il fait vraiment rect capital, c'est un analyste sur le graphique, si je puis dire, hein, sur les tendances macroéconomiques et également historiques du Bitcoin. Et vous voyez, il a analysé donc les marchés de 2017, de 2020-2021, et donc il en tire des conclusions pour les marchés de 2025. Alors bien sûr, ces chiffres-là sont à prendre avec des pincettes, puisque personne n'a la capacité de prévoir exactement les prix du Bitcoin à un instant T. Personne n'a de boule de cristal, hein, clairement. Donc Rect Capital n'en a pas non plus. Ce qui fait, c'est qu'il en tire une tendance générale, qu'on suit, qu'on adopte, qu'on adhère ou non. Mais voilà. Je rappelle également personnellement que je ne suis pas un conseiller financier ni en investissement, hein, très important, et que je n'ai moi-même pas de boule de cristal. Donc je ne peux pas vous prévenir qu'il va se passer telle chose à telle date ou etc. Juste, je vous partage mon opinion personnelle et mon analyse entre guillemets. Voilà. Donc une fois que ça c'est dit, je continue sur cette fois prochain projet, notamment le VeChain. Et là, regardez, VeChain, on a enfin la roadmap du projet The VeChain Renaissance, qui est une refonte en fait dynamique de l'écosystème VeChainTor, de la blockchain en fait de VeChain. Et regardez, donc ils ont partagé leur roadmap sur toute l'année 2025, sur les 4 trimestres. Donc au premier trimestre, on aura et sur tout le premier et deuxième trimestre, on aura la phase Galactica, comme ils l'appellent.
Et sur la phase 3 et 4, on aura la phase Hayabusa. Et en 2026, on aura la dernière phase, ce sera la phase Intergalactica ou intergalactique. Voilà, donc on va en parler. Bien évidemment, je vous ai fait sur mon compte Twitter un petit résumé en français, en fait, de justement un thread pour vous expliquer en français le détail de ces phases, entre guillemets. Donc, la première chose, donc si on fait l'introduction, c'est un rappel de qu'est-ce que c'est cette renaissance de VeChain, pourquoi ils le mettent en place également. Donc, il faut savoir que VeChain Renaissance est une refonte majeure de la blockchain VeChain Tor visant à améliorer donc, les tokenomics, la consommation, la distribution de VTHO, ainsi que la compatibilité avec EVM et JSON RPC. Donc, ce projet ambitieux est divisé en 3 phases, donc Galactica, Hayabusa et Intergalactique. Donc sur 2025, on aura déjà 2 phases, c'est-à-dire Galactica et Hayabusa, et Intergalactique, ce sera plutôt sur l'année 2026 apparemment. Donc au premier trimestre 2025, on aura la phase Galactica qui sera une phase de préparation en test net, c'est-à-dire il n'y aura vraiment que des tests, pour le coup il n'y aura rien sur le mainnet, sur le réseau principal. Et donc le projet a pour but d'améliorer en fait le modèle de frais dynamique ainsi que de mettre en place l'upgrade Shanghai EVM. Donc en fait, le but c'est de vraiment faire le focus sur les frais de transaction VTHO et de mettre en place quelque chose de dynamique, c'est-à-dire de mettre quelque chose de fixe pour les transactions en VTHO et peut-être de les faire par palier ou faire par, si par exemple le réseau est congestionné, eh bien mettre des frais plus hauts. Enfin, je vous dis n'importe quoi, hein, je vous dis quelque chose des exemples, mais ils vont revoir en tout cas et mettre quelque chose de fluide et de dynamique pour rendre le réseau plus solide encore et plus fluide. Ensuite, au deuxième trimestre 2025, en Q2, on aura toujours sur la phase Galactica, donc l'intégration au réseau principal de ce qui était en testnet au préalable, au premier trimestre, et bien on l'aura en mainnet au deuxième trimestre. Donc c'est voilà, juste l'introduction de nouveaux niveaux de nœuds économiques, et donc on pourra voir déjà au deuxième trimestre, on pourra voir le résultat de leur travail sur les frais dynamiques en VTHO. Donc pourquoi pas. Troisième trimestre, enfin, on attaque le vrai sujet, c'est-à-dire en fait la phase Hayabusa et notamment donc la refonte du modèle de distribution de VTHO. Parce qu'en fait, le vrai cœur du sujet aujourd'hui sur la blockchain de VeChain, sur le VeChain Tor, c'est la distribution de VTHO. Parce qu'il faut savoir effectivement qu'un des gros problèmes de VeChain, c'est que, donc, ok, le VeChain produit du VTHO chaque jour, mais comme on a plusieurs dizaines de milliards, je crois 80 milliards la supply maximale de VeChain, et bien résultat, on produit une quantité phénoménale par jour de VTHO. Et il n'y a pas assez de VTHO qui sont derrière détruits, produits dans les transactions pour assurer quelque chose d'inflationniste pour le VTHO. Donc, c'est quand même un sujet, un problème pour l'adoption majeure de VeChain, quelque part, si le cœur même du sujet avec le VTHO, les frais de transaction, ne sont pas quelque part attractifs, notamment pour en plus des industries derrière. Voilà. Donc le but vraiment du PDG de la fondation VeChain, c'était vraiment de revoir cette distribution de VTHO pour relancer quelque part la hype et également le focus des investisseurs, etc., sur le VeChain et le VTHO également. Bon. Donc c'est ça, donc en troisième trimestre, on verra vraiment ce travail sur le testnet de cet aspect de refonte du VTHO et du changement également du mécanisme de consensus, parce qu'apparemment, il faudra changer également tout ça. Et enfin, au quatrième trimestre, donc 2020, c'est-à-dire en fin d'année 2025, on devrait voir les résultats justement de ce travail en testnet et voir vraiment la nouvelle refonte de la distribution de VTHO. Donc, moi, ce que je peux déjà, sans trop m'engager, d'après ce que j'ai lu dans les articles précédents et de ce que prévoit VeChain déjà, au niveau de la distribution de VTHO, c'est de diminuer peut-être le nombre de VTHO distribués par VeChain par jour, et surtout de cibler
les acteurs qui peuvent, ou du moins les personnes qui détiennent du VeChain et qui sont sujettes à pouvoir également gagner du VTHO par VeChain. C'est-à-dire que ce serait plutôt les acteurs dans l'écosystème de VeChain qui seraient prêts à taker leur VeChain, déjà gagneraient en contrepartie du VTHO, mais surtout, par exemple, les propriétaires de nœuds, validateurs, notamment, et les acteurs majeurs, en fait. Plus n'importe qui, par exemple, si vous êtes juste un investisseur qui avait aujourd'hui du VeChain dans son portefeuille, eh bien, il est fort probable que vous ne gagnerez peut-être plus de VTHO, en tout cas, vous en gagnerez moins qu'avant. Voilà. Après, vous direz, bah, dommage, vous aurez moins de VTHO, mais si c'est le cas, forcément, il va y avoir un impact sur la supply de VTHO, puisqu'il n'y en aura plus. Donc, on va avoir un système qui brûlera plus de VTHO chaque jour qu'il n'en produira, et donc ce sera bon pour l'avenir du VTHO au final. Donc, c'est gagnant, en fait. Bon, donc c'est un peu ça l'objectif de l'année 2025 pour VeChain. Donc, l'année 2025 marque un tournant majeur pour VeChain Tor avec des changements profonds qui visent à renforcer la décentralisation, l'attractivité économique du réseau et favoriser son adoption dans le monde réel. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de lien avec le monde réel, donc c'est la prochaine nouvelle sur VeChain. Enfin, et surtout sur World of V, qui est la marketplace de NFT principale sur l'écosystème de VeChain, qui est en partenariat avec la fondation VeChain. Et regardez, ils ont lancé une nouvelle technologie, comme je vais vous le montrer ici avec cette petite vidéo. Hop, je vous la mets là. C'est-à-dire qu'ils ont lancé ce qu'on appelle un patch, donc World of V, nouvelle technologie, qui fait le lien, alors qu'ils appellent ça le passeport digital en fait. Et donc, on peut apposer sur n'importe quel objet et qui permet d'assurer donc la traçabilité, la propriété, l'authenticité. Donc, tout ça généré par le pouvoir de la blockchain, clairement, et qu'on peut coller sur n'importe quel article, donc des vêtements, mais aussi des bouteilles ou autres. Et donc, voilà, vous posez votre patch sur le produit que vous vendez, entre guillemets, que vous achetez, peu importe. Et avec votre téléphone, si vous scannez ce patch, eh bien, vous aurez accès en fait à toutes les informations du produit, ce qui assure donc l'authenticité du produit. Donc là, je pense notamment à l'essence même de base du VeChain qui était de lutter contre la contrefaçon. Donc là, on a un produit clairement qui correspond tout à fait à l'essence même, à l'objectif numéro 1 de VeChain. Voilà. Parce que imaginez, vous avez acheté un produit de luxe sur Internet ou autrement dans un magasin d'occasion ou autre, eh bien s'il y a un patch de ce genre-là, vous pouvez le scanner et vous êtes sûr que vous avez bien affaire à un produit d'authentique, authentique et non pas une contrefaçon qui viendrait de Chine ou ailleurs. Voilà, donc on voit bien que là, la blockchain est en train de révolutionner tous les aspects, même au niveau de la supply chain. Et donc, maintenant, ça fait un petit moment que je n'ai pas parlé effectivement de la plateforme VBetter DAO. Donc c'est pour ça que là, je vais faire un petit focus. J'ai trouvé, en fait, donc ça a été relayé par la fondation VeChain, une petite vidéo d'un membre de la communauté VeChain qui utilise donc pour la première fois son premier jour la plateforme VBetter DAO et qui montre à travers une vidéo comment il l'utilise. Et je trouvais ça hyper intéressant parce qu'on voit justement tous les cas en fait de lien entre la vie réelle et comment on peut utiliser la plateforme VBetter DAO dans sa vie de tous les jours pour gagner de la crypto-monnaie, notamment B3TR. Donc là, il montre déjà le matin, il se réveille, il se fait un café, il utilise l'application Mugshot, il prend une photo de son café et en échange, il est récompensé en B3TR de 0,81 B3TR, comme vous pouvez le voir. Ensuite, il va faire un petit peu voilà, il enlève les déchets, on ne sait où. Il fait sa petite bonne action de la journée et il gagne en échange 3,2 B3TR. Bon, ensuite, il va faire ses courses. Donc, il prend son vélo, promène son chien. Enfin, bref, c'est vraiment un truc de la vie de tous les jours, on voit bien. Et à travers cette application Green Commuter, il gagne 173 B3TR. Il fait donc ses courses. Il est au supermarché. Bim, il utilise l'application Green Card et prend en photo sa facture et gagne 60
B3TR, il rentre chez lui, il se refait un café, enfin, voilà, on rigole, hein. Hop, rebelote, il gagne cette fois 10 B3TR. Pourquoi 10? Alors qu'avant c'était 1,3, enfin, ça je sais pas. Ensuite, il fait. Alors, ça, je connais pas du tout cette application. Ça, je l'ai jamais utilisé, mais apparemment, c'est en lien avec la culture. Voilà. Et ensuite, il utilise l'application ST3PR où là, il marche. C'est-à-dire que le principe de cette application, c'est que vous marchez, vous avez des NFT, vous marchez et derrière, vous êtes récompensé en B3TR, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est assez étonnant. Enfin, vous voyez, vous faites des actions de la vie de tous les jours et en échange, vous gagnez de la crypto-monnaie. Donc là, il faut savoir que sur la plateforme VBTRDAO, toutes les semaines, vous pouvez voter pour la meilleure application. Comme vous pouvez le voir ici, donc vos votes. Et donc quand vous votez, derrière vous êtes récompensé en fait en B3TR pour vous remercier d'avoir voté. Entre guillemets, ça c'est toutes les semaines. Et donc, si on fait le résumé, regardez le délire. Donc en une journée, là, il a gagné 4563 B3TR, donc en une journée, hein, comme il le précise. Ce qui fait, regardez, en fait, hop, ce qui fait en dollars, à l'époque hein, où fait cette vidéo, 270 dollars. Voilà. Donc la personne, en fait, a gagné 270 dollars en une journée en faisant des actions de la vie de tous les jours. Et ça c'était au moment, c'est-à-dire au 9 janvier, au moment où il publiait cette vidéo. Sauf qu'entre-temps, vous voyez, là, je suis sur CoinGecko. Le VBTR DAO, donc du B3TR, la crypto-monnaie, a encore gagné en fait en termes de performance. Donc là, on est à 0,1 dollar. Ça veut dire que ces 4500 B3TR valent désormais 450 dollars. Donc la personne, en fait, en une journée, a gagné 450 dollars de B3TR en faisant, en investissant rien du tout. C'est-à-dire, elle a investi donc, ok, son temps, mais c'est du temps et des actions qu'elle faisait de toute façon de base. Alors peut-être quelques-unes comme les déchets là dans son jardin, peut-être pas, je vous l'accorde. Mais faire son café ou aller faire ses courses en vélo, c'est peut-être des actions que cette personne-là faisait habituellement tous les jours, en promenant son chien. Bon, voilà, donc vous voyez, c'est là où on entre vraiment dans une nouvelle ère, on entre dans l'ère de la traçabilité, ok, du RWA, et la tokenisation des actifs, et même de la tokenisation en fait des actions. C'est-à-dire que chaque action désormais peut vous rapporter de l'argent si vous êtes dans une action de ce genre, hein, de ce délire. J'avoue que c'est du délire quand même, c'est clair. Mais on en est là. Et donc le PDG de la fondation VeChain, celui va encore plus loin. Cet aspect de plateforme VBTRDAO qui commence à prendre de l'ampleur, hein, quand on voit la performance, notamment du B3TR là-dessus, qui est basé sur des actions réelles, donc il y a un lien avec la vie réelle, non pas comme les shitcoins, bref, et plein d'autres crypto-monnaies qui ne servent à rien, faut le dire, 99% des cryptos ne servent à rien, voilà, donc il y a un jour où elles iront à zéro, mais en tout cas, ce genre de plateforme-là, je rappelle, hein, le BetterDAO, forcément un impact sur le VeChain. Comment? Je rappelle, par justement le VTHO. Puisque je rappelle que euh, toutes les actions, toutes les transactions sont effectuées sur la plateforme VBetterDAO et donc sur les applications au sein de la plateforme VBetterDAO, eh bien, consomment du VTHO. Voilà, donc là déjà on a le lien et le VTHO, et lui est directement en lien avec VeChain puisque le VTHO est produit par le VeChain. Donc on a directement un effet voilà, un processus de cause à effet entre le VeChain et le V3TR d'un autre côté. Voilà. Et donc tout ça, je rappelle aussi que, donc, pour revenir à ce que disait le PDG de la fondation VeChain, c'est que lui, ce qu'il voit venir aussi, c'est que son objectif pour 2025 ou même pour les années prochaines, donc jusqu'à 2030 ou voire plus, c'est de faire du wallet VWorld, parce que je rappelle que la plateforme VBetter DAO, pour assurer les transactions, eh bien, elle passe par le wallet VWorld. Donc, pour que vous puissiez utiliser l'application, la plateforme VBetter DAO, il faut au préalable avoir ouvert un wallet
V-World, donc créé par la fondation VeChain, qui est similaire à MetaMask en fait, ou à Phantom, ou à d'autres wallets décentralisés du même genre en fait. Et donc, ce que veut faire Sunny c'est aussi faire en sorte que là, le wallet V-World devienne quelque part un hub pour toutes les applications de crypto, à l'instar, à l'image même de l'App Store ou du Google Play, par exemple. En tout cas, de faire en sorte que ces applications soient des applications qui soient en lien avec le monde réel, en fait. Parce que, effectivement, la plateforme VBetterDAO, donc toutes les semaines, annonce de nouvelles applications qui vont arriver sur la plateforme. Donc, imaginez dans 2, 3, 4 ans, un petit peu le nombre d'applications qu'il y aura sur la plateforme VBetterDAO et la puissance qu'il y aura dégagée derrière sur l'aspect du monde réel avec les actions du monde réel. Et donc, imaginons que le B3TR en plus continue d'attirer les investisseurs ou de prendre de l'ampleur par son utilisation, eh bien, ce sera très intéressant carrément pour gagner de l'argent en faisant des actions de la vie de tous les jours. Et ça rappelle beaucoup, en fait, vous savez, en 2021-2022, il y avait eu l'application Steppen, il me semble, où en échange, si vous achetiez des NFT de basket, d'ailleurs, en échange, donc, vous allez marcher, vous allez courir, et vous étiez récompensé en crypto-monnaie, donc le Steppen, justement. Et donc, ça avait fait une telle hype, il y avait eu un tel buzz, il y avait des NFT qui s'échangeaient des millions de dollars, il me semble, hein, et vous gagnez des milliers de dollars par jour. Alors le système n'était pas viable, donc très vite ça a coulé. Après il y a eu le bear market, donc le projet a coulé, hein, il me semble. Du moins c'est plus comme avant, plus aussi hypé. Mais là d'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'on a exactement la même chose, ça s'appelle ST3PR là, on l'a vu dans la vidéo. Sauf que là d'ailleurs vous avez un modèle qui est solide. C'est-à-dire que le B3TR, c'est la plateforme VBetterDAO, elle est backup par la fondation VeChain et par un système qui est périn en fait dans le temps. Voilà. Donc c'est là où ça devient intéressant en fait. Bon. Donc plutôt positif hein, pour ce projet, on le voit bien. Je rappelle aussi là sur VeChainStat, donc que les adresses, donc nouvelles adresses de VeChain continuent de grimper, hein, comme vous pouvez le voir ici. Nous sommes désormais à 4 645 000 adresses portefeuille ouverts sur l'écosystème de VeChain. Je passe donc désormais au prochain projet, c'est-à-dire VV Digital Collectible. Ça fait un moment que je n'en ai pas parlé de ce projet, effectivement. Donc là, en fait, c'est un teaser. C'est le deuxième teaser. J'avais déjà montré le premier il y a quelques semaines, 2024. Donc deuxième teaser de VVverse. Hein. Donc ça y est, ça se précise. Le VVverse est dans les cartons. Et donc, ce qui est intéressant, alors, je ne vais pas vous montrer toute la... C'est une vidéo de 52 secondes, donc ça va. Mais c'est juste très intéressant parce que là, il montre en fait un exemple d'une boutique dans le VVverse hein, qui a été créé par ses créateurs, un peu en mode Minecraft, là, vous savez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et donc, la personne a créé tout simplement une boutique virtuelle dans son VVverse où on peut acheter directement ses comics, en fait. Donc, d'ailleurs, vous aurez même des cas d'utilité, là aussi, à travers le VVverse, où vous pourrez, si vous avez beaucoup de NFT, beaucoup de comics ou autres, eh bien vendre ou faire une boutique virtuelle, voilà, comme vous le voyez ici, où vous pourrez vendre vos NFT. Donc c'est très intéressant là, quand même, parce que là aussi on rentre bien plus loin que juste l'aspect de collectible ou autre, on rentre dans l'aspect où il y a quand même de l'utilité malgré tout dans la vie de tous les jours, où au lieu d'aller faire vos courses en mode physique, vous allez faire désormais vos courses en mode virtuel, si je puis dire. Voilà, donc c'est assez intéressant quand même ce qui se passe. Et donc ça annonce aussi toute une pléthore d'autres utilités qui pourront être valables sur le VVverse. Bref, donc voilà, c'était le petit retour de VV Digital Collectibles. Donc dès qu'il y aura d'autres informations sur le VVverse, bien sûr, je vous en ferai part. Allez, je continue. Maintenant, je passe à Ondo Finance et bien sûr le sommet qui aura eu donc le 6 février 2025 hein, avec toutes les institutions. Donc, vous voyez, regardez. Donc les institutions arrivent. Et donc là, pas des moindres, hein, parce qu'on a tout simplement les leaders dans l'industrie de la finance, donc comme BlackRock, Goldman Sachs, enfin, pour arriver, quand j'ai vu tout ça, là, j'ai cru que c'est une blague en fait au début.
Non, pas du tout, c'est pas une blague. Donc il y aura DTCC, il y aura Franklin Templeton, Broadridge, Réseau Swift. Alors là, quoi rêver. Mastercard, carrément, BNY, Wisdom Tree, tous les gestionnaires d'actifs. Vous voyez, donc Fidelity, tous ceux qui ont les ETF Bitcoin Spot, ils seront tous là. En tout cas, les principaux. Le S&P Global, alors carrément, j'ai halluciné aussi, ils me disent c'est pas possible. Donc Stripe et plein d'autres. Donc là, on voit que Hondo est tout simplement en train d'être l'hébergeur quelque part, à travers son sommet Hondo, de quelque chose en fait qui s'appelle le Wall Street 2.0. C'est comme ça qu'ils l'appellent, hein. C'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est eux qui l'appellent comme ça, Hondo. Donc ils disent voilà, the Wall Street 2.0, vous voyez, est en train d'arriver. Ça fait un peu Winter is coming. Bon là c'est pas l'hiver, c'est autre chose. Et donc, The Next Era of Finance, donc la prochaine ère de la finance. Et c'est marrant parce que ça résonne beaucoup avec l'article de BlackRock et les 3 conseils que donne BlackRock, comme je vous disais au début de la vidéo là. Avec notamment un changement, une nouvelle ère, là aussi, de la finance traditionnelle. On y est. Donc là, c'est Hondo qui est en train de l'organiser en fait, à travers Hondo. Donc, une nouvelle ère de la finance sera révélée donc au premier sommet d'Hondo, donc nous sommes en train donc ensemble d'apporter les plus gros noms de la finance traditionnelle et de la blockchain. Voilà. Donc pour vous dire que là, on entre vraiment dans quelque chose, je pense que c'est difficile de l'appréhender si bon, si on n'est pas si on n'est pas vraiment les mains dans le web 3.0, dans la blockchain, dans la crypto-monnaie. Mais nous, on a la chance, je pense, d'être vraiment à l'ère au début de tout ça en tant qu'investisseur ou autre, puisque bien sûr c'est facile d'investir désormais, on le sait, sur Hondo par exemple, puisque c'est eux qui ont l'air d'être quand même pas mal hein, là-dedans. Donc, ça rappelle Hondo, il y a aussi Chainlink, j'en avais parlé la semaine dernière, qui d'ailleurs ont fait le partenariat avec Ripple. Je vais vous montrer, je vais en parler tout ça après. J'ai un peu spoilé après, mais enfin, ça part en vrille, hein. Là, je vous dis, ça part en vrille au niveau du RWA. Je vois mal en fait comment on ne peut pas être bullish sur le secteur crypto quand on voit ce genre de choses. Bon, allez. Maintenant, je passe à Ripple et notamment au lourd aussi. Il y a du lourd annoncé. Donc, Ripple. Alors, c'est vrai que pour Hondo, j'ai oublié de vous dire, il n'y a pas de détails de ce qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, je vous annonce juste, il y a le sommet le 6 février, je prépare. Et bien sûr, quand j'aurai le résumé du sommet, je vous donnerai plus de détails, bien évidemment. Mais pour l'instant, voilà, il n'y a pas de détails prononcés de ce qu'ils vont faire durant ce sommet. Ou du moins, si vous les avez, bah, partagez-les. Mais voilà, je ne suis pas allé plus loin là-dessus. Déjà, ils ont ça, c'est pas mal. Allez, maintenant Ripple. Donc voilà, Ripple annonce tout simplement en fait être le détenteur, le gardien quelque part de la DZ Bank au niveau des solutions de crypto-monnaie et de paiement de crypto-monnaie pour tout ce qui est la tokenisation d'actifs et les actifs crypto. Donc le service de gardiennage en gros crypto de Ripple eh bien, permettra de simplifier tout ce qui est le management des assets digitaux et de conduire en fait l'efficacité pour tout ce qui est les actifs crypto et les bons tokenisés de la DZ Bank. Donc DZ Bank hein, quand même, banque bon, allemande hein, j'imagine, vu le nom. Donc ça commence, voilà, les institutionnels commencent de plus en plus à utiliser les technologies crypto, des leaders hein, bien évidemment, du secteur. Allez, je continue, donc toujours avec Ripple et le XRP. Donc là, c'est un article de Bloomberg, vous voyez, enfin un tweet de Bloomberg, qui a été relayé par Ripple, hein, vous voyez, Ripple reposted. Donc, où vous avez la présidente de Ripple, donc qui s'appelle Monica Long. Alors, c'est vrai que vous avez deux dirigeants, entre guillemets, dans l'entreprise Ripple. On a Brad Garlinghouse, qui est le PDG, le CEO de Ripple, et donc vous avez Monica Long, qui est la présidente. En fait, c'est deux postes différents, mais c'est des très hauts postes. Voilà, ils dirigent tous les deux, quelque part, l'entreprise Ripple. Donc, Ripple, donc la présidente, donc Monica Long, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'en fait, elle s'attend
acheter donc leur nouveau stablecoin, vous savez, le RLUSD, qui arrive sur d'autres plateformes donc de façon imminente, notamment sur Coinbase et Binance. Et elle dit également, très intéressant, qu'elle s'attend à voir bientôt un nouveau ETF XRP. Donc là, autant vous dire que c'est très bullish, hein, bien évidemment pour le XRP. Si on a un ETF XRP, on aura des milliards aussi qui sont injectés sur le XRP de la part des institutionnels. Et ensuite, pas des moindres. Alors c'est marrant que je vous ai fait quand même, enfin, je ne vais pas me jeter des fleurs hein, non plus, mais je vous ai fait une vidéo la semaine dernière sur Chainlink. Alors, je n'avais jamais parlé du Chainlink avant. Bim! Cette semaine, qu'est-ce qu'on nous annonce? On nous annonce en fait le partenariat carrément officiel entre Ripple et Chainlink. Hop! Vous voyez, du 7 janvier, quand même, pour faire. Et donc, voilà, Ripple, donc le RLUSD a été adopté en fait selon les standards de Chainlink pour tout ce qui est la vérification des données qui sont en conforme entre guillemets avec l'adoption de la DeFi en temps réel pour sécuriser en fait les données au niveau des prix. Voilà. Donc le futur des stablecoins est ici. Et derrière, donc il y a Chainlink qui surenchérit à ce poste de Ripple en disant effectivement, en mettant ce schéma en évidence, vous pouvez le mettre en gros, avec donc le Chainlink Effect pour les stablecoins comme ils le disent. Donc vous voyez, il montre le stablecoin de RLUSD qui justement donc avec les données et selon les standards de Chainlink, eh bien les prix sont assurés en temps réel. Donc il y aura un effet de composability comme ils le disent sur les protocoles DeFi. Donc ça veut dire qu'effectivement on pourra avoir tout l'aspect de RLUSD qui pourra bénéficier de tous les composants de la DeFi comme le staking, le yield farms, le DEX, etc. Tout ce qui est les prêts également, les emprunts. Il y aura également l'utilité, donc tout ce qui est l'aspect de volume, les utilisateurs et l'expansion, etc. Donc ça, c'est tous les standards Chainlink qui seront donc assurés, adoptés pour le RLUSD de Ripple. Mais donc, on a un partenariat désormais entre Ripple et Chainlink. En sachant que Chainlink, hein, on l'a vu, devient aussi un des standards, un des pionniers standards du Web 3.0 en lien avec la finance traditionnelle, puisqu'ils sont en partenariat avec des grands noms, des grandes banques, eux aussi institutionnels. Donc on fait référence également au sommet de Hondo du 6 février. Donc on voit bien que là on a un narratif explosif qui s'appelle le RWA, hein, on a déjà parlé, qui va vraiment, je pense, tout exploser sur son passage là sur le cycle haussier actuel, mais également surtout sur les prochains cycles haussiers. Donc je pense qu'on a vraiment une chance en tant qu'investisseur de pouvoir aujourd'hui être dans la machine, hein, dans le train avant qu'il soit lancé à toute vitesse, parce qu'il va vite accélérer, ça c'est sûr. Bon, allez, je continue toujours sur Ripple. J'ai un dernier petit article, il me semble, à vous passer sur XRP. Voilà, c'est celui-là, donc un article de bitcoinnews.com, si ça veut bien apparaître. Voilà, les dirigeants de Ripple rencontrent Trump, le XRP est-il sur le point d'exploser alors que le procès de la SEC? C'est ton point d'interrogation. Donc un dîner entre la direction de Ripple et le président élu Trump a suscité des spéculations, effectivement, selon lesquelles la bataille juridique de Ripple avec la SEC pourrait bientôt se conclure, remodelant potentiellement la régulation des crypto-monnaies. Donc j'ai envie de vous dire, peu importe en fait le procès entre la SEC et Ripple, qui je vous l'ai déjà dit, pour moi est déjà caduque, à partir du moment où ce procès était dirigé surtout par Gary Gensler, donc le président actuel de la SEC, mais sortant. Je rappelle que Gary Gensler a annoncé sa démission pour le 20 janvier, c'est-à-dire date de l'investiture de Donald Trump au pouvoir. Donc à partir du moment où Gary Gensler s'en va, le procès entre la SEC et Ripple est déjà caduque. Intrinsèquement, alors à part si vraiment on a un nouveau directeur de la SEC anti-crypto ou anti-Ripple, mais ça me paraît peu probable. Si on a Trump, Elon Musk et ceux qui sont pro-crypto, ils vont pas choisir quelqu'un qui est anti-crypto. Ça me paraît quand même, ce serait une très grosse incohérence déjà dans le mandat de Trump. Donc c'est plutôt parti pour. Donc pas besoin de, entre guillemets, de faire le lien entre leur dîner pour penser que c'est ça qui fait que la bataille juridique a été terminée.
déjà, ça pour moi, c'est déjà réglé en fait, quelque part. Je peux me tromper, bien évidemment, mais on verra bien de toute façon. Mais en tout cas, le fait que les dirigeants de Ripple rencontrent Trump, c'est une énormité pour l'XRP parce que derrière, ça veut dire qu'on a vraiment un renforcement des standards, justement qui rappelle, ce que je vous dis avec le sommet de Hondo, ce qui rappelle avec Chainlink, qui est effectivement de plus en plus mis en avant en termes de tokenisation d'actifs avec les voilà, avec la tokenisation des bons du trésor, enfin tout ça. Et maintenant, on a en plus Trump qui a rencontré les dirigeants de Ripple. Donc on voit bien que l'XRP peut devenir aussi un nouveau standard. Pourquoi pas, mais surtout ça annonce pourquoi pas le prochain ETF XRP. C'est ça que ça pourrait annoncer. Voilà. Donc c'est du lourd hein, en ce moment. C'est vraiment les voyants sont plutôt dans le vert, si je puis dire, sur la crypto-monnaie. Plutôt évident. Maintenant que j'ai passé à l'intelligence artificielle, on a beaucoup parlé j'ai beaucoup parlé là de RWA, donc on va passer un petit peu à l'intelligence artificielle. Un petit moment, j'en ai pas trop parlé. Donc, on a eu une annonce cette semaine, hein, vous voyez, au 7 janvier, de Nvidia par une conférence, la CES 2025, menée donc, par le PDG donc, de Nvidia, qui a dévoilé ses projets pour l'année 2025 ou les nouveautés, les nouvelles technologies de Nvidia sur 2025. Et donc, on a tout simplement regardé déjà un modèle avancé, déjà efficace des agents de l'intelligence artificielle qui peuvent communiquer, voir et prendre des actions. Et donc, ils ont débloqué ce nouveau niveau, comme ils le disent, hein, Nvidia, de l'intelligence artificielle par les agents avec le nouveau Nemotron Llama et modèle Cosmos Nemotron pour les familles qui servent en fait d'agents qui peuvent faire des tâches variées selon les besoins en fait des personnes. Et donc là, on voit que c'est une énormité pour tout ce qui est l'aspect justement de agents autonomes et qu'il y a une opportunité incroyable sur les agents autonomes, comme le dit très bien notamment Ryan Watkins dans son tweet, comme vous pouvez voir ici, où selon Jensen Huang, donc le PDG de Nvidia, qui le disait durant sa conférence, que les agents de l'intelligence artificielle sont une opportunité de plusieurs trillions de dollars. Ça, c'est les propos de Jensen Huang. Et regardez d'ailleurs son graphique, tel qu'il le présente durant sa conférence. C'est-à-dire qu'on commence par la perception de l'intelligence artificielle, ensuite on passe à une intelligence artificielle générative. Et d'ailleurs, nous, aujourd'hui, nous en sommes là, nous sommes à l'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire qu'elle est capable de générer des images, des vidéos, des hologrammes, plein de choses. Mais on n'est pas encore vraiment dans l'ère de l'intelligence artificielle agentique, c'est-à-dire avec des agents. Et là, on est en train de développer ça, et notamment quand je fais le rapport, enfin le parallèle plutôt, avec les projets crypto liés aux agents autonomes, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a Fetch.ai, on a TAO, on a plusieurs projets crypto, mais c'est vrai que le plus à fond dans l'aspect des agents autonomes, pour l'instant, j'ai l'impression, hein, je vous le dis, prenez pincettes quand je dis ça, que c'est le projet Fetch.ai avec, vous savez, l'alliance ASI, notamment de plusieurs projets crypto liés à l'intelligence artificielle. Vous en parlez quand même plutôt récemment. Et régulièrement, on s'en parle. Et après, ils disent que la finalité dans l'intelligence artificielle, ce sera l'intelligence artificielle physique, notamment à travers les drones, mais aussi les robots, ce genre de choses. Voilà le multi-trillion de dollars opportunity, effectivement, de Jensen Huang, tel qu'il a déclaré au CES 2025. Donc, on voit bien que les deux narratifs qui se précisent pour les dizaines d'années à venir, c'est pas compliqué. C'est le RWA, crypto et l'intelligence artificielle, crypto et aussi dans la finance traditionnelle. Alors RWA, comme c'est forcément lié à la tokenisation d'actifs, mais c'est pas difficile, c'est uniquement les crypto-monnaies qui peuvent assurer les investissements. Par contre, l'intelligence artificielle, vous pouvez investir à la fois dans les cryptos liés à l'intelligence artificielle, qui seront les plus performantes parce qu'il y aura la blockchain au milieu, donc on aura les données numériques qui sont
sécurisé, mais il y a également la finance traditionnelle avec notamment Nvidia, des projets, Tesla aussi qui est dans l'intelligence artificielle, d'autres entreprises, je suis sûr qu'elles soient américaines ou chinoises, qui sont en lien avec l'intelligence artificielle, mais surtout également la robotique. Parce que vous avez vu, le dernier créneau, le dernier cran pour l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence artificielle physique. Donc, si vous avez des entreprises, des startups qui sont en train de créer des robots, notamment en Chine, j'ai vu, il y a des entreprises qui créent déjà des robots avec des expressions faciales et tout humaines, clairement, enfin, un truc de fou. Et bien ça peut être des opportunités également d'investissement parce que c'est l'avenir, clairement, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Voilà. Bon, quand j'ai fait le tour sur le projet crypto, les narratives, maintenant on va repasser aux actualités crypto plus générales, hein, les amis, notamment avec un premier article de CoinTribune.com où il y avait donc 56% des conseillers financiers séduits par la crypto après la victoire de Trump selon une nouvelle enquête. Pour vous dire qu'on est en train vraiment de rentrer dans une nouvelle ère, c'est que effectivement on a un changement de paradigme, c'est-à-dire que le monde traditionnel des dinosaures tel qu'on l'a connu hein, est en train vraiment de basculer dans le secteur crypto. On a également un article de cryptost.fr, le Kenya est sur le point de légaliser les crypto-monnaies. Donc grâce à un projet de loi, les crypto-monnaies sont sur le point d'être légalisées au Kenya. Donc le pays œuvre actuellement à établir un cadre juridique pour cette classe d'actifs et les entreprises de l'écosystème. Donc pourquoi pas est-ce que le Kenya sera le prochain Salvador? Eh bien c'est une bonne question. Pourquoi pas? Ensuite, un autre article de cryptost.fr. Hop, 2024, l'année des records pour l'exchange crypto Binance qui creuse l'écart avec la concurrence. Donc on parle de 250 millions d'utilisateurs quand même. Une énormité hein, pour Binance et pour le secteur crypto. Donc on voit qu'il y a vraiment une adoption hein, de masse qui est en train de se dérouler pour la crypto-monnaie, pour le Bitcoin, qui est supérieure à la vitesse d'adoption de Internet des années 2000. Hein. Souvenez-vous, je vous ai montré la courbe la semaine dernière. Et ensuite, on a un autre article, cette fois de Cointelegraph France, crypto, le pôle économique du Bhoutan va mettre en place une réserve stratégique de crypto-monnaie. Donc là aussi, donc on voit bien qu'on est en train d'assister en fait même plus à un FOMO institutionnel, parce qu'il a déjà eu lieu, hein. Le FOMO institutionnel, c'est déjà le cas, on voit que tous les grands noms des institutions, des banques comme Goldman Sachs ou même des gestionnaires d'actifs comme BlackRock sont déjà largement les deux pieds dans la crypto-monnaie. Dans le Bitcoin, maintenant on est en train d'assister à un FOMO carrément gouvernemental, enfin national des pays. Bon. Donc avec le Bhoutan, le Kenya, les États-Unis. Bon, on aura d'autres nouvelles, hein, je suis sûr dans l'année 2025 que d'autres pays annonceront des mesures pro-crypto. C'est carrément évident, j'en mangerai mes chaussettes quoi. Enfin mon chapeau, je sais pas. Bref. Donc je continue avec donc allez avec mon prochain article, dernier article crypto hein, pour la route, toujours aussi sympa. Coin Academy, la commission bancaire du Sénat américain crée la première sous-commission crypto. Voilà bon. Bon, ça fait quand même beaucoup hein. On a compris que voilà, on a tout qui est pro-crypto en ce moment. Donc à part si on a un tremblement de terre, un tsunami ou je ne sais quoi, des extraterrestres, hein, pourquoi pas, on en est. Avec les ovnis là, qu'on a vu partout aux États-Unis à un moment. Bref, je vois pas trop où un assassinat de Trump. Alors ça vraiment c'est possible hein, malheureusement. J'espère pas. Du coup, bon, à part tout ça, voilà. Je pense que c'est plutôt pas mal pour la crypto-monnaie. On voit que pour l'instant, tout va bien. Ensuite, je vais passer aux actualités économiques, voire politiques. Il y a des choses intéressantes à dire, parce qu'il y a forcément un lien entre l'économie, la politique, la crypto-monnaie. Donc on va en parler. Donc première nouvelle économique, donc Reuters, le Brésil donne donc à Meta, l'entreprise Meta, 72 heures pour expliquer justement son changement de programme au niveau du fact-checking, parce qu'effectivement, Meta a annoncé donc quelques jours avant l'investiture de Donald Trump qu'elle revoyait tout à fait sa politique de fact-checkers, vous savez, qu'elle regrettait amèrement l'ingérence du gouvernement Biden qui a mis des pressions à Meta pour notamment lors du Covid, eh bien, censurer
en fait, tout ce qui était anti-vaccin, par exemple, ou anti-Covid, pour vous dire, voilà où on en est. Donc, on est en train de se rendre compte que toutes les idées complotistes, en fait, qui avaient émergé en 2021, 2020, durant l'ère contre les vaccins et contre les... Bah, c'est en train, en fait, c'est pas des idées complotistes, c'était la vérité. En fait, c'est le PDG, donc Mark Zuckerberg de Facebook, qui l'a annoncé, hein, clairement. Ah, bah. Donc il y avait bel et bien une censure qui était en cours. Et donc Mark Zuckerberg a même annoncé d'aller plus loin, que finalement il revenait sur tout son programme de diversité et d'inclusion woke en fait. Donc on voit bien que là on est en train, à travers cet article, et c'est un peu l'introduction là pour l'actualité politique, économique, qu'on est en train d'assister à la fin du règne woke, en fait, pour le meilleur, hein, je ne me cache pas, pour le meilleur, euh, pour la suite des choses. Et donc là, c'est vraiment l'introduction, parce que derrière, on voit vraiment qu'il y a des choses quand même qui se passent, hein, que Trump n'est même pas élu, que déjà il y a des changements. Là, un article, forcément, vous en avez entendu parler de l'Express, qu'il y a eu la démission de Justin Trudeau, c'est-à-dire le gouverneur, comme l'appelle Trump, gouverneur du Canada, enfin président donc, du Canada, qui a démissionné. Et donc Trump, depuis, pousse le Canada en fait à intégrer les États-Unis en tant qu'État, en même temps que le Groenland, hein. Donc là, c'est vraiment chaud, là, les pressions sont en train de se passer au niveau économique, au niveau commercial aux États-Unis. Et pour vous dire que Justin Trudeau donc, a donné sa démission sous la pression donc, des citoyens du Canada qui sont vraiment très en colère parce que c'est un massacre qui s'est passé, hein, au niveau du Canada avec l'inflation. Enfin, c'est une catastrophe. Et donc, ce que je trouvais vraiment intéressant, c'est que voilà, je vous fais le lien maintenant avec le Young Global Leaders. C'est-à-dire que là, il faut savoir que Justin Trudeau, il faisait partie de ce qu'on appelle une association, donc Young Global Leaders, qui a été un programme mis en place par le Forum de Davos et donc par Klaus Schwab, le président du Forum de Davos, donc il y a quelques années. Donc sur Wikipédia, hein, je ne suis pas allé loin, mais bon voilà, Young Global Leaders. Donc c'est les jeunes leaders mondiaux. Vous voyez, donc lancé par Klaus Schwab du Forum économique mondial en 2004, vous voyez. Donc les Young Global Leaders sont gouvernés par un conseil d'administration de 12 leaders mondiaux industriels. Et les Young Global Leaders sont gouvernés par un conseil, ils sont gouvernés, ils ne sont pas maîtres, voilà, c'est écrit noir sur blanc, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est le programme même du Young Global Leader. Vous voyez, mondiaux industriels allant de la reine Rania de Jordanie à Marissa Mayer de Yahoo. Donc là, quelque part, c'est-à-dire quoi? C'est un conseil d'administration qui est présidé par, en fait, les industriels et, quelque part, en fait, ceux qui ont l'argent. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que on voit bien que c'est l'argent qui domine la politique, en fait. Les industries qui dominent la politique. Bon. Et cofondateur de Wikipédia. Ah, marrant, hein. En plus, je sers l'information de Wikipédia. Bref. Voilà. Donc, ce qui est marrant, c'est que dans les membres et anciens membres du Young Global Leader, qui est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve justement quasiment que des personnages politiques, notamment comme Justin Trudeau. Voilà, donc Justin Trudeau, donc le président qui a démissionné du Canada, faisait partie des Young Global Leaders. Vous voyez, Mark Zuckerberg, qui a été donc dans la diversité pro-woke et tout à un moment, a été Young Global Leader. Vous voyez. Donc on retrouve également Jacinda Ardern, qui a été la première ministre de 2017 à 2023, donc de la Nouvelle-Zélande, et qui a fait partie notamment la Nouvelle-Zélande, qui a eu les plus sévères mesures vaccinales et de confinement au monde, clairement. Elle n'y est plus, hein. On a eu Gabriel Attal. Ah, ça commence, là, je commence à rentrer sur la France doucement. Donc, Gabriel Attal est Young Global Leader, hein, donc Premier ministre. On a Marlène Schiappa, Young Global Leader. Voilà. On a un peu le genre de délire qu'on a, nous, en France. On en a plein, nous, il y a tout Young Global Leader. Et on a Emmanuel Macron. Là, on a Emmanuel Macron, Young Global Leader. Et on a eu aussi Sanna Marin, a été première ministre de la Finlande, voilà, ça. Et elle a démissionné, je crois, où elle est partie. Où elle a fini son mandat en 2023. Bref. Donc tous ces gens, comme je vous l'ai dit, c'est pas moi qui le dis, je le répète, hein, ils sont gouvernés par un conseil d'administration de 12 leaders mondiaux industriels.
Donc en fait, c'est des pantins. Et donc ça explique beaucoup de choses en fait. Et déjà, pourquoi Justin Trudeau et Emmanuel Macron s'entendent comme larron et foire, on l'avait vu. Mais surtout, ce qui est intéressant, maintenant j'attends le vif du sujet, c'est pour la France, hein, qui nous intéresse. Donc, il faut savoir qu'en ce moment, sur X, sur Twitter, il y a donc Candace Owens, une journaliste, hein, indépendante américaine. Donc Will Candace Owens, qu'on peut voir ici, qui a 6,3 millions de followers, qui en fait a reçu une lettre du couple présidentiel français, donc Emmanuel Macron et Brigitte Macron. Et dans cette lettre, en fait, c'est quelque part une menace en disant qu'elle devrait arrêter de parler justement du sexe de Brigitte Macron. Et il y a des choses quand même assez intrigantes en train de se dérouler qui apparemment vont être révélées dans les mois qui viennent sur en fait l'origine de ce couple, sur voilà, sur Brigitte Macron, etc. Donc c'est très intéressant ce qui est en train de se passer et surtout pourquoi je dis ça, parce qu'en fait tout est en train de péter la figure à Macron en ce moment, notamment il peut dire qu'il peut y avoir des choses qui puissent se passer au niveau politique en 2025. On a donc un tweet, là vous voyez j'ai un tweet de Alerte Info, clairement, hein, une spéciale en justement tout ce genre d'infos breaking news où on aurait, bien au conditionnel, hein, en fait le groupe LFI, donc la France Insoumise, se préparait à une élection présidentielle anticipée en 2025 en demandant aux maires de France de parrainer une candidature LFI. Donc, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est en fait Jean-Luc Mélenchon au niveau voilà. Est-ce que c'est parce qu'il sent bien qu'il y a des choses qui se passent au niveau social ou est-ce qu'il va y avoir une démission de Macron comme on a eu une démission de Justin Trudeau, de Young Global Leader, là. Voilà. Mais on dirait que les dominos sont en train de tomber, donc est-ce qu'on peut se préparer avec tout ce remue-ménage, là, que ce soit politique, géopolitique, autour de l'affaire Macron? Et en plus, avec, vous savez ce que j'ai dit avec Candace Owens qui révèle encore des choses bien plus intimes sur le couple présidentiel, est-ce qu'on peut voir, en fait, est-ce qu'on peut assister à une démission en fait, de Macron? Voilà, il faut s'y attendre, peut-être, j'ai bien peut-être, on va avoir des choses qui vont se passer en France là, en 2025. Donc, ça voudrait dire, pourquoi pas, donc de nouvelles élections. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je voudrais vous dire, hein, ce ne sera pas qu'il reste ou pas Macron, de toute façon, ça ne changera rien au niveau économique de la France. Donc, je rappelle, hein, je vais passer maintenant aux actualités économiques, on va dire en chiffres, avec donc notamment hop, des articles de latribune.fr. Donc notamment faillite, la bombe à retardement des PGE. Donc on a, avec un contexte économique morose, certaines petites entreprises ont davantage de difficultés à rembourser leurs prêts garantis par l'État. Donc souvenez-vous, les PGE, c'était quoi? C'était les prêts garantis par l'État, octroyés donc, par l'État aux petites entreprises durant l'ère Covid pour faire face au confinement. Et bien ça, c'est en train de rattraper, de péter la figure des entreprises parce qu'elles n'ont plus les moyens en fait de rembourser ce prêt. Donc il y a de quoi alimenter les défaillances en 2025 d'entreprises qui devraient atteindre des sommets ces défaillances. Voilà. Donc en plus du contexte économique actuel, on a maintenant les prêts qui vont pousser certaines entreprises à mettre la clé sous la porte. Donc on parle de 68 000 en prévision, hein, petites entreprises qui devraient faire faillite en 2025, ce qui est plus encore que l'année 2024. Donc, et je ne parle même pas du contexte économique actuel, de la dette, tout ça. Juste le contexte d'entreprise. Ensuite, hop, apparemment le dollar repartira à la hausse au-dessus des 80 $ à cause des sanctions américaines. Donc là, on voit que quelques jours avant l'investiture de Donald Trump, on voit que les démocrates s'en donnent à cœur joie puisqu'ils ont pris une nouvelle sanction contre 2 sociétés russes du secteur de la flotte fantôme de Moscou, puisque faut savoir que maintenant les Russes ont créé une flotte de tankers en fait fantômes pour contourner justement les sanctions européennes et américaines. Voilà, donc inutile, mais visiblement le délire continue puisque les Américains continuent, enfin les démocrates surtout, de vouloir sanctionner les Russes alors que ça ne sert à rien. Mais en tout cas, les impacts sur le cours du dollar, enfin du pétrole plutôt, puisqu'il a dépassé les 80 $. Alors qu'il était en dessous de 80 $ depuis quand même plusieurs mois.
Donc on voit bien que les choses au niveau mondial économique ne s'arrangent pas, et encore moins pour l'Union européenne et pour l'euro. Là, je vais vous montrer donc le cours de l'euro par rapport au dollar, et c'est une catastrophe, hein, vous allez voir. Vraiment, il y a... Vous avez vu, je vous avez déjà montré la semaine dernière, on était encore en baisse entre l'euro par rapport au dollar. Et regardez, et bien là, je suis sur boursorama.com, et donc sur la journée, donc en 24 heures, on est passé de 1,031 $ pour 1 euro à 1,024 $ pour 1 euro. Donc on voit qu'on se rapproche de plus en plus de la parité 1 euro pour 1 dollar. Et donc sur 6 mois, regardez, le constat est flagrant, hein, sur 6 mois, on est vraiment en une chute libre et constante, ça qui est inquiétant quand même, et constante de l'euro par rapport au dollar. C'est-à-dire qu'il y a 6 mois, à 5 mois, nous étions à 1,12 $ pour 1 euro. Aujourd'hui, on est à 1,024 $ pour 1 euro. Donc la parité, hein, forcément en 2025, 1 dollar, 1 euro va être atteinte, et surtout, je pense qu'on va même casser la parité, c'est-à-dire qu'on va baisser. Alors, il y aura le dollar sera plus performant que l'euro en termes de parité. Ce qui est arrivé une fois, hein, c'est-à-dire sur 10 ans, c'est arrivé une fois, je crois, ouais. Et durant la guerre Russie-Ukraine, on avait atteint les 0,95 $ pour 1 euro. C'est-à-dire que le dollar était devenu plus performant en fait que l'euro, et ça c'est la première fois dans l'histoire de l'euro, il me semble. Voilà, voilà où on en est quoi. Et enfin, donc là je passe sur maintenant le taux à 10 ans, c'est-à-dire on va parler de la dette française qui est une catastrophe, puisque les taux sur 10 ans de la dette française, vous voyez, sont passés à plus 18,5 points en seulement un an. Et donc regardez la catastrophe qu'on a là. Voilà, je vais mettre sur 6 mois peut-être, pas plus parlant, non, sur 3 mois, voilà. Sur 3 mois, regardez, on voit bien que les taux sur 10 ans de la dette française sont en train d'exploser. Donc là, sur un mois, alors, en un mois, on est passé donc de 1, on est passé de 3 points à 3,44. Donc c'est-à-dire qu'on est encore pire que la Grèce, encore pire que le Portugal. Enfin, là, on est en train d'être vraiment la lanterne rouge au final même mondial, hein, comme dirait Marc Toiti. Mais on voit bien que là, les choses ne s'arrangent pas, au contraire, ça empire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que simplement que les investisseurs étrangers veulent encore plus de garanties, de plus en plus de garanties, avant en fait d'acheter de la dette française, et sur des obligations en plus long terme, c'est-à-dire 10 ans. C'est-à-dire que les perspectives 10 ans de la France sont catastrophiques, en fait. C'est ça que ça veut dire. Donc on est mal parti, hein, donc on est bien parti pour faire effectivement un jour une banqueroute, hein. Là, parce que y a rien y a rien qui est mis en œuvre, qui est mis en place par les politiques, surtout avec le chaos ambiant, comme je vous ai montré, hein, pour ça que je vous ai montré toute l'actualité politique actuelle. Donc vu le chaos ambiant, on n'a aucune mesure qui est prise pour justement effacer la dette, ou du moins corriger la dette de la France. Donc il n'y a aucune raison qu'on ne voie pas le mur tant qu'on ne fait rien pour l'éviter. Et enfin, quelque chose qui nous confirme qu'on est bien dans une ère où l'euro est en train de s'effondrer et que le contexte économique de l'euro est vraiment catastrophique, c'est que l'or, par rapport à l'euro, a explosé et a battu un nouveau record. C'était plus arrivé depuis quelques mois. Eh bien, ça y est, l'or a rebattu un nouveau record. On est à 84 570 € le kilogramme 24 carats. Et regardez, donc c'est une nouveauté, hein, c'est un nouveau record, parce que là je vais sur 6 mois. Vous allez voir, ça mettra encore plus en évidence ce record. On a pris 18,96% en 6 mois, au cours de l'or. Donc vous voyez, hein, c'est du jamais vu. On est vraiment dans des records sur records pour le cours de l'or. Et il est probable que ça continue tant que la situation européenne ne s'arrange pas. Et comme c'est pas parti pour s'arranger avant un petit moment, eh bien on a de l'or à de beaux jours devant lui par rapport à l'euro. Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui, hein, les amis. Donc désolé pour les mauvaises nouvelles au niveau économique. Mais bon, en même temps, voilà, c'est des chiffres. On ne peut pas mentir. Donc c'est la réalité telle qu'elle est, hein, au niveau chiffres. Sinon, pour les crypto-monnaies, vous voyez bien que tout va bien. Les voyances dans le vert. Préparez juste votre bague de sortie, vos paliers de sortie.
Parce que bien sûr, après la hausse des prix, il y aura le bear market, hein, pensée inévitable. Mais en tout cas, on sait que les narratifs RWA et les narratifs intelligence artificielle ont de beaux jours devant eux. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont investi à travers la crypto, à travers la finance traditionnelle sur ces marchés-là. Donc bravo à vous. Et puis sinon, bah, écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, donc la semaine prochaine, hein, cycle hebdomadaire. Et puis je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Ciao. La bise.